que croiser une logique financière et une logique humaniste, c'est peut-être un peu l'enjeu de ce que va être la microfinance et le microcrédit. Donc ma question ira à vous, Monsieur Vallat. Donc cette épargne solidaire, finalement, est-ce que face à cette absence d'avenir que représente la pauvreté, la précarité, est-ce que finalement la finance solidaire, l'épargne solidaire, la microfinance, le microcrédit, est-ce que ce n'est pas là un outil de transformation extraordinaire? Et je voudrais citer une phrase, le fait de préparer un colloque comme ça m'amène à faire plein de lectures et à découvrir une foule de choses, ce que je vous confiais tout à l'heure. Et j'ai lu des textes de Mohamed Younous, qui est le fondateur, l'initiateur du microcrédit, et au Bangladesh, donc je crois qu'on a beaucoup de leçons à prendre là aussi, dans les années 1970, je crois, et qui disait ceci, je trouve que c'est une phrase qui a sa place aujourd'hui, qu'il fallait reconnaître à chacun une capacité à être et à construire. Et je crois que c'est peut-être là qu'est la clé des choses, la confiance, renouant avec le sens étymologique de crédit. Mais Monsieur Vallat, je vous laisse, vous êtes plus à même d'en parler. Je vous en prie. Vous avez tout dit quasiment. Oh non. Non. Alors on va aller tous ensemble. Le plus important en tout cas. Non, il y a une chose que vous n'avez pas dite, que je vais dire moi-même, c'est que je suis vraiment très heureux d'être là parce que je trouve que cette association, cette institution a beaucoup de sens. Et je vais essayer de parler un peu de sens parce que vous l'avez abordé cette question du sens à l'instant, hein, le fait de croiser une dimension économique et une dimension sociétale. Mais avant de croiser cette question du sens, un petit clin d'œil à mon voisin. Je pense qu'il aurait été très bien que les États-Unis, il y a un fichier positif au moment de la crise des subprimes. On aurait évité beaucoup de problèmes. Oui, c'est sûr. C'est pour dire que cette question-là, évidemment, est une question mondiale, qui n'est pas une question qui nous intéresse nous. Et je voulais vous renvoyer, si vous le voulez, au monde d'aujourd'hui, dans le supplément économique du monde d'aujourd'hui. Il y a un très bel article sur les nouveaux produits financiers, ces produits financiers que personne ne comprend, où en fait on ne fait qu'acheter et revendre, comme on le fait avec des crédits en cavalerie, acheter et revendre des crédits qui sont des crédits pourris. Mais tant que ça marche, ça marche. Le problème, c'est quand on est le dernier, quoi, voilà. Mais on voit ça aussi avec la crise de la dette en Europe. Passons. Mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est justement une autre vision de la dette. Parce qu'à travers ces exemples de produits financiers, à travers les exemples qu'on vient de voir, on a une vision de la dette extrêmement négative, perçue donc comme un déséquilibre, comme quelque chose qui n'est pas normal, qui est anormal et qui est source d'exclusion. Moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est dans quelle mesure, et c'est un petit peu mon boulot d'universitaire, de mettre un pas de côté, prendre des chemins de traverse, vous montrer que cette représentation que nous avons de la dette, c'est une représentation qui est celle d'une sorte de lavage de cerveau des économistes. Les économistes, ils ne pensent que l'équilibre, ils sont obsédés par l'équilibre dans le discours, même si on l'a vu dans les faits, on voit qu'il y a beaucoup de déséquilibre en cascade. Alors, pour parler de cette question de la dette comme d'un outil positif, ce qu'on va voir à travers le microcrédit, je voulais partir d'un peu plus loin et partir de quelque chose qui fait sens justement par rapport à SOS Amitié, puisque SOS Amitié fait la prévention du suicide. Donc je voulais partir du suicide et de parler d'Émile Durkheim, puisque Madame Rodalec l'a mentionné tout à l'heure. Émile Durkheim, donc le sociologue français, à la fin du 19e, au début du 20e, a écrit un remarquable ouvrage sur le suicide et il expliquait quelles étaient les causes du suicide. Donc c'était une approche qui n'est pas psychologique, c'était plutôt une approche sociologique, économique. Quelles étaient pour lui les causes du suicide? Pour lui, ce suicide, c'est lié à l'anomie. L'anomie, donc, c'est l'anomos, la privation de règles, la perte de règles, en fait, la perte de lien. Et qu'est-ce qui fait lien dans la société que lui voit à la fin du 19e? Qu'est-ce qui fait lien? Pour lui, c'est le travail. Il explique que nous vivons, enfin, il vivait, mais nous vivons encore dans une société qui est celle de la division du travail. Depuis Adam Smith, le père fondateur du libéralisme, on comprend qu'en divisant le travail, on crée plus de richesses. C'est la division du travail qui fait des gains de productivité, qui permet des créations de richesses. Et la société s'est structurée à travers cette division du travail. Chacun a sa place. Chacun a sa place dans cet immense organisme. Donc chacun a besoin des autres parce que personne n'est capable de tout faire. Donc tout le monde a sa place et tout le monde travaille dans la société au bien commun. C'est cet équilibre qui se fait au niveau global, mais qui nécessite l'intervention de chacun. Sauf que, évidemment,
quand on n'a pas de travail, on est invalidé par la société. On n'est pas valide, on n'est pas productif, on n'est pas ce que le sociologue Robert Castel appelle, on est un inutile au monde. Et ce que nous dit Durkheim, c'est que qu'est-ce qui crée le suicide ? C'est deux choses. C'est le fait d'être prisonnier d'un travail sans âme, donc la perte du sens. Je suis Charlie Chaplin sur ma chaîne de montage, qui sert des boulons. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne comprends pas le sens de ce que je fais. Et la deuxième chose qui mène au suicide, c'est la perte du travail. Parce que le travail, c'est le sens, c'est la capacité qu'on a à exister collectivement, à construire quelque chose de collectif. Et donc la notion d'exclusion, elle a beaucoup, elle est vraie, M. Emmanuel l'a dit tout à l'heure, elle est polysémique, elle a beaucoup d'explications de plusieurs registres. On a, y compris beaucoup d'explications politiques, parce que d'abord l'exclusion, c'est l'éloignement, c'est l'ostracisme, c'est le bannissement, etc. On a, à travers la notion de privation du travail, une clé de compréhension de cette notion d'exclusion. Je ne vais pas revenir sur le terme, mais il mériterait d'être interrogé. Ce terme exclusion, on l'a vu avec M. Emmanuel, il est polysémique. Il mériterait d'être interrogé parce que la manière dont vous nommez les choses permet de définir le monde. En nommant les exclus des exclus, comme l'a fait René Lenoir, qu'il n'a pas fait pour ça, on crée une catégorie. Mais cette catégorie, on lui affecte aussi, de ce fait, on lui porte un regard particulier qui correspond aussi à la manière dont on l'a nommé. Ces mêmes personnes, on pourrait les appeler des boucs émissaires, on pourrait les appeler des victimes. Notre regard ne serait pas le même, et nos actions ne seraient pas les mêmes. Donc nommer, ce n'est pas neutre, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc ça serait l'absence de travail, l'anomie, cette perte de lien, serait liée donc à cette question de l'absence de travail. Alors, de là, pour aller jusqu'au microcrédit, comment est-ce qu'on s'y prend ? Faire un petit détour par la monnaie. La monnaie, un outil de règlement des dettes, ce n'est pas un outil, comme on imagine, un outil d'économiste. Ce n'est pas les économistes qui ont inventé la monnaie. Tout à l'heure, je parlais d'Adam Smith. Dans La richesse des nations, il explique que la monnaie, elle a été créée par l'intelligence des hommes. Avant, les hommes, ils étaient un peu stupides, ils troquaient, ils échangeaient des choses en fonction de leurs besoins. Donc moi, je suis cordonnier, je fais des chaussures. Moi, je suis menuisier, je fais des chaises. Si j'ai besoin de chaussures, j'essaie de trouver un cordonnier qui veut des chaises. C'est pas forcément pratique. Du coup, on invente la monnaie. Ça, c'est l'explication des économistes, un équivalent universel des échanges. Les sociologues et les anthropologues nous ont montré que la monnaie avait d'autres origines. Et pour revenir à ces origines, on va reprendre aussi un terme qui a été employé par Mme Rodalec, c'est le terme de crédit. Vous ne le savez peut-être pas, parce que vous ne le savez sans doute pas d'ailleurs, l'étincelle magique que les dieux mettent dans l'homme, ce souffle de vie, dans le langage indo-européen, donc ce qui est un langage, une source de beaucoup de langues européennes, ça s'appelle le cred. La source de vie, c'est le cred. Ce cred, il va avoir comme contrepartie quelque chose. Parce que, justement, dans les échanges, on parlait tout à l'heure de charité, de charité contre la dignité. La charité, c'est quelque chose de dramatique parce que c'est un don qui est fait et qui, parce qu'il n'appelle pas de contrepartie, écrase celui qui reçoit. Vous donnez quelque chose à un SDF dans la rue, vous donnez de l'argent, un sandwich, etc. N'attendez pas de la reconnaissance. Pourquoi ? Parce qu'en donnant, vous manifestez votre supériorité. Vous êtes capable de donner, lui n'est pas capable de rendre. La base des rapports humains, c'est la réciprocité. Et cette base des rapports humains, c'est la base des rapports que nous avons avec les dieux. Les dieux nous confient le cred, cette étincelle de vie, on leur doit quelque chose. La contrepartie du cred, c'est le crédéré, c'est la croyance. On leur fait crédit de notre croyance. Et cette croyance, comment elle se manifeste ? Elle se manifeste par le sacrifice. Les dieux nous donnent la vie, le seul moyen de le rendre, c'est mourir. Il faut faire en sorte de faire de la cavalerie. On ne va pas rembourser le crédit tout de suite. Il faut trouver un moyen de faire attendre le créancier. Comment est-ce qu'on le fait attendre ? Par le sacrifice, en transformant quelque chose de profane en sacré, ce qui est l'étymologie du sacrifice. Faire en sorte d'offrir aux dieux une représentation de la vie qu'ils nous ont donnée. Et l'image du sacrifice, c'est ça, c'est une représentation de notre vie. On se donne, quand on fait le sacrifice, on donne une partie de nous-mêmes. Et les anthropologues nous ont montré que quand on fait des sacrifices, à travers l'histoire, ces sacrifices sont des moyens de paiement vis-à-vis des dieux et des unités de compte. Et unité de compte, moyen de paiement, c'est la définition de la monnaie.
Les sacrifices, ils ont été faits, ils ne sont pas faits n'importe comment, à n'importe quel lieu, à n'importe quelle quantité, à n'importe quelle occasion. Ils sont faits de manière très codifiée. Et ces relations qu'on a vis-à-vis des dieux ont conditionné les relations que nous avons eues vis-à-vis des autres hommes. Et la monnaie, qui était d'abord un outil de communication avec les dieux, est devenue un outil de communication avec les hommes. Elle nous reliait aux dieux, elle nous relie aussi aux hommes. C'est ça son fondement anthropologique. Alors ce fondement anthropologique, on le retrouve dans la littérature, par exemple. Par exemple, Rabelais fait dire à Panurge, Panurge explique pourquoi il est constamment couvert de dettes. Constamment couvert de dettes. Et il dit la chose suivante, si une personne tombe d'un pont et qu'elle n'a ni créancier ni débiteur, personne n'ira la sauver, elle mourra noyée. Si elle a des créanciers, on peut imaginer. Le créancier va sauver la personne qui se noie pour se faire rembourser. Mais les débiteurs aussi vont aller sauver la personne qui se noie. Pourquoi ? Pour la rembourser, pour montrer auprès de la communauté qu'ils sont crédibles, qu'on peut leur faire confiance, qu'ils appartiennent à la collectivité. Donc cette notion de crédibilité, c'est une notion aussi consubstantielle des rapports humains, des rapports de confiance qui créent une communauté. Et donc cet outil monétaire est un outil de lien, paradoxalement, de manière complètement contre-intuitive, on l'a vu à l'instant. Pourquoi ? Parce qu'on a deux approches de la monnaie. On peut avoir une approche économique et une approche anthropologique. Pour les économistes, la monnaie, c'est ce qui permet de régler les dettes. La monnaie permet d'atteindre l'équilibre. Quand vous allez chez le boucher acheter à manger, vous payez un steak et une fois que vous avez réglé votre steak, vous ne vous devez plus rien. Le lien est coupé. C'est la monnaie des économistes, la monnaie qui coupe les liens. Mais vous avez la monnaie qui crée du lien, la monnaie des anthropologues. Et cette monnaie-là, c'est la monnaie qui nous relie avec les dieux. On en trouve des survivances. C'est la monnaie qu'on trouve, par exemple, quand on va quand on va à Rome, qu'on passe devant la fontaine de Trévi, qu'on jette une pièce. C'est cette forme de sacrifice qu'on peut faire. C'est la monnaie que vous offrez à une personne en contrepartie du cadeau d'un couteau. Quand on vous offre un couteau qui symboliquement tranche le lien, on redonne un sou qui symboliquement remet le lien en place. Donc cette monnaie, c'est une monnaie qui a vocation à générer du lien, et des dispositifs comme le microcrédit s'inspirent de cette vision de la monnaie, de cette vision anthropologique de la monnaie, pour en faire un outil dans les pays du Sud, de lutte contre la pauvreté, et dans notre pays, d'un outil d'autonomie économique, de création d'activité. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce qu'on arrive justement à se servir de cet outil de manière détournée ? Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend un outil économique, la monnaie, et on le pervertit, on en fait un outil de lien, on en fait un outil de relations sociales. Alors comment est-ce qu'on le réalise ? Eh bien justement, et là on arrive à cette question de l'écoute, à travers la dimension d'accompagnement. Quand on a des porteurs de projets alors, je vous fais une toute petite parenthèse, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la création d'entreprise. On aura le temps peut-être d'en discuter après. Il ne s'agit pas de faire en sorte de dire, comme l'avait dit un de nos premiers ministres en son temps, les chômeurs, ils n'ont qu'à créer leur entreprise. Je suis en train de vous illustrer une dimension de la monnaie et de la dette comme étant un outil positif. Le microcrédit est une dimension, il y en a d'autres, je pourrais revenir dessus un petit peu après. Mais comment est-ce que ça se passe pour ces personnes ? Les personnes qui veulent créer une entreprise, elles vont souvent, en général, s'adresser à une banque. Alors, je ne jette pas la pierre au banquier. Un banquier, c'est un professionnel qui vit dans un monde de concurrence, etc. Et donc, du coup, il a comme objectif de réduire au maximum ses coûts de fonctionnement. Quand vous faites un prêt à une personne, ce qui vous coûte de l'argent, c'est étudier son dossier. Et ce qui vous coûte de l'argent aussi, c'est le risque. Donc, ce que vous cherchez à faire, c'est minimiser le risque et minimiser le temps d'étude de dossier. Donc,
les banquiers, ils ont des statistiques sur les personnes les plus risquées. Statistiquement, un chômeur qui crée une entreprise est plus risqué. Statistiquement, une personne d'origine étrangère est plus risquée. Statistiquement, une femme est plus risquée. Statistiquement, un handicapé est plus risqué. Donc vous êtes une femme handicapée d'origine étrangère au chômage. Vous avez peu de chance de pouvoir avoir un financement. Et c'est là qu'on trouve une distinction qui est centrale dans cette question du microcrédit, de l'écoute, de l'insertion, etc. Une distinction entre deux formes de liberté. La liberté positive et la liberté négative. La liberté négative, c'est celle qui est bornée par la loi. C'est ce que j'ai le droit ou pas le droit de faire. J'ai le droit, personnellement, de devenir champion de 100 mètres. Personne ne m'en empêche. La loi ne m'en empêche pas. Est-ce que j'ai la possibilité de le faire ? Ma liberté positive, est-ce qu'elle existe par rapport à ça ? Non. Et la question que ces organismes ont, c'est comment faire en sorte de développer les libertés positives de personnes qui n'ont pas accès à des financements bancaires pour créer leur activité. Parce que personne ne leur interdit, sauf qu'ils n'ont pas accès à ces financements bancaires. Donc comment est-ce qu'on va développer leur capacité à être acteurs ? Comment est-ce qu'on va développer leur capacité à agir ? Le prix Nobel d'économie Amartya Sen appelle ça les capabilities, les capacités à agir. Comment est-ce qu'on les développe ? Par l'écoute. Par une écoute qui est très longue, donc par un accompagnement, mais qui commence par une écoute, par un accueil d'une personne qui va expliquer à la personne responsable de l'accompagnement, voilà quel est mon projet, voilà qui je suis, voilà quel est mon projet. Et en discutant, on va se rendre compte, dans un premier temps, première chose, est-ce qu'il y a adéquation entre la personne et le projet ? Est-ce qu'ils vont bien ensemble ? Parce qu'on peut avoir une très bonne idée, mais pas être fait pour cette très bonne idée. Et donc, il y a vraiment une écoute profonde qui est à la base de ce travail d'association. Par exemple, moi j'avais, quand je travaillais dans ces milieux-là, vu des jeunes qui voulaient créer à l'époque, vous savez, c'était les magasins vidéo automatiques. En fait, la logique qui était la leur était, on va créer un magasin vidéo automatique, parce qu'il n'y a pas de boulot. C'est tranquille. Bon, évidemment, il n'y avait pas forcément une adéquation entre le projet et la personne. Mais l'idée, c'est on écoute. Et est-ce que vous êtes fait pour ce projet ? Est-ce que vous n'êtes pas fait pour ce projet ? Mais si vous n'êtes pas fait pour ce projet, c'est pas grave. Parce que dans l'écoute, il y a aussi la capacité de dire, c'est peut-être pas pour vous, mais vous avez peut-être la possibilité de faire autre chose. Il ne s'agit pas de juger les personnes. Il ne s'agit pas de leur dire, surtout pour des personnes en difficulté, qui ont déjà vécu des échecs professionnels, etc., il ne s'agit pas de les, une nouvelle fois, invalider socialement ou économiquement. S'ils viennent, c'est qu'elles ont déjà des difficultés à être valides. Rappelez-vous ce que je vous disais sur la vision de travail, à être valides économiquement, et ça, il ne s'agit pas de procéder à la double peine. Donc il s'agit éventuellement de les réorienter ou de les faire retravailler sur leur projet. Et on commence par cette écoute, et ensuite on va petit à petit, c'est un travail qui prend du temps, faire en sorte d'aider la personne à finaliser son projet, à construire son business plan, etc., etc. Il arrive un moment où le projet est mûr, et où ces structures associatives, en partenariat avec des banques, notamment des banques de l'économie sociale, mais maintenant depuis peu avec la Poste par exemple, vont mettre en place un crédit. Elles ont fait tout le travail d'accompagnement. Une fois encore, travail très long, très lourd, donc coûteux. Donc quelque chose qui nécessite une intervention publique, pas rentable à court terme. Donc c'est là que les pouvoirs publics interviennent. Rentable à long terme en revanche, rentable d'un point de vue de la société, parce que ça permet d'éduquer les personnes, ça permet de les former, ça permet de transformer des personnes qui sont au chômage en acteurs économiques, ça permet aussi de leur redonner confiance en elles, enfin, ça a plein de vertus liées à cet accompagnement. Et donc, une fois qu'on a procédé à cet accompagnement, qui a pour objectif l'obtention du crédit, on obtient le crédit et la personne monte son entreprise. Mais comme on a un crédit, on a un lien. Il y a eu beaucoup de dispositifs d'appui à la création d'entreprise en France qui s'arrêtaient au moment où vous créez votre entreprise. Les personnes cyniques diraient, une fois qu'on a créé l'entreprise, on sort des stades du chômage, donc on ne s'intéresse plus aux personnes. Ce qu'on peut dire, c'est que les dispositifs de microcrédit qui accompagnent les personnes après la création de leur entreprise font cet accompagnement quelque chose d'indispensable parce qu'il faut rembourser. Donc le lien de dette est véritablement un lien social. On a un lien avec la personne parce qu'elle nous doit de l'argent. Et cet endettement que la personne a, elle le vit de manière très positive, dans le sens où c'est une relation économique normale. Venant d'une situation où on était anormal, on est une relation économique normale. On est chef d'entreprise, on a une identité,
on a retrouvé une identité. Les gens, j'en croisais beaucoup, qui me disaient qu'ils se retrouvaient à nouveau exister. Le terme était le terme employé. Tant l'existence économique, elle est forte. Et donc, ces dispositifs, à travers le crédit, permettent à ces personnes de, à nouveau, avoir un lien avec l'économie, et le lien qui est le lien financier avec la structure est un lien qui va durer 2 ans, 3 ans, etc., qui va permettre un accompagnement après la période de création, accompagnement qui est extrêmement important parce qu'il y a un taux d'échec des entreprises à 2 ans après la création qui est assez important. Et donc cet accompagnement, alors je ne l'ai pas précisé, il n'est pas fait à tout craint pour se faire rembourser. Ces structures, en fait, elles ne cherchent pas à se faire rembourser. Elles ont des taux de remboursement qui sont très bons, parfois supérieurs à ceux des banques traditionnelles, mais l'objectif n'est pas forcément de se faire rembourser, l'objectif est de faire en sorte que ça fonctionne. Par exemple, elles prennent des cautions solidaires de l'entourage des personnes, non pas pour se retourner vers le caution si jamais il y a une casse au niveau de l'entreprise, mais pour impliquer l'entourage de la personne, pour qu'elle puisse venir travailler dans le projet, pour qu'elle se sente impliquée collectivement, parce que la création d'entreprise, c'est une histoire collective. Donc là, c'était, si j'ai une seconde, je vous donne un deuxième exemple, la monnaie comme lien, la dette comme quelque chose de positif. Premier exemple, le microcrédit. Deuxième exemple, on a tout un mouvement de ce qu'on appelle les monnaies complémentaires, donc des monnaies alternatives qui viennent en complément de la monnaie nationale. Si vous connaissez, peut-être, vous avez entendu parler des systèmes d'échange local, ou des réseaux alternatifs de savoir, ou des dispositifs de plus grosses factures comme le VIR, ce qui veut dire nous en Suisse. Donc des dispositifs, en fait, ou la monnaie sol, portée par les collectivités locales aussi, en France. Donc des monnaies complémentaires, des monnaies qui viennent en plus. Donc il ne s'agit pas de concurrencer la monnaie nationale ou européenne, mais de générer une monnaie supplémentaire. Et quelle est la vertu de ces monnaies supplémentaires? Ces monnaies, elles créent du lien, elles créent de la communauté, elles créent du groupe. En se créant une nouvelle monnaie, on crée de l'activité économique, certes, mais surtout on crée de l'activité sociale. On fait en sorte que les gens se rencontrent. Dans un système d'échange local, les gens ne se connaissent pas au départ, ils commencent par dire voilà ce que je sais faire, et de ressentir un petit peu leurs compétences, et puis voilà ce que j'ai envie d'obtenir. Et puis on se rencontre et on échange. Et comme c'est difficile d'échanger vis-à-vis de parfaits inconnus, on se dote de cette monnaie, une unité de compte moyen de paiement, qui nous permet de comptabiliser un petit peu ce qu'on va échanger et puis d'enclencher la dynamique des échanges. Et ces dispositifs permettent de créer de la communauté au sens où, quand ils marchent bien, c'est la fin du dispositif. Parce que quand les gens finissent par devenir amis, ils arrêtent de comptabiliser et ils ont les relations qu'on a avec les amis. Donc ils ont les relations qu'on a dans le monde, avec tout le monde, sauf les relations économiques. Donc 99% de ces relations sont des relations d'endettement mutuel, des relations déséquilibrées. Ce qui fonde notre existence sociale, c'est le déséquilibre. C'est le fait d'être en dette vis-à-vis de nos parents, c'est le fait d'être en dette vis-à-vis des amis qui nous ont donné un coup de main, des amis à qui on va donner un coup de main. Le fait de vivre en société, c'est le fait de vivre en étant endettés mutuellement. Et ces deux dispositifs, j'ai brossé rapidement, les microcrédits et les monnaies complémentaires, sont là pour nous montrer qu'il y a des idées alternatives qui permettent justement de faire de l'intégration, de l'insertion, etc., mais qui aussi ont cette vertu de pouvoir utiliser et détourner des outils économiques. Donc je trouve qu'il y a un clin d'œil assez intéressant pour ça. Et j'en terminerai par une anecdote pour vous donner vraiment un exemple concret de ce qui se passe. Dans le quartier chinois, mais n'importe lequel, le quartier chinois lyonnais, mais à Paris, je pense que ça peut être la même chose, vous pouvez trouver des billets funéraires. Ces billets funéraires, ils sont là pour être brûlés à des moments particuliers, pour créditer votre compte céleste. Donc, on est vraiment dans cette idée de la monnaie qui connecte, qui est une connexion avec les dieux. Et ce qui est drôle, c'est que ces billets funéraires ressemblent au dollar américain. C'est-à-dire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'une monnaie sacrée, on est passé à une monnaie profane, et la monnaie profane, étant une monnaie forte, a été utilisée pour redevenir une monnaie sacrée. Parce que brûler des dollars américains, ça fait plus sérieux que de brûler des yuan. Merci. Merci. Merci.
Alors, c'est vrai que vous avez bien précisé que nous sommes, en tant qu'êtres humains, au carrefour de dépendances multiples et qu'en fait, à travers ce microcrédit, cette économie solidaire, en fait, ce qu'on restaure aussi, c'est non seulement une identité active, comme vous l'avez dit, mais aussi l'autonomie, c'est-à-dire la capacité à... Vous avez parlé des capacités, et c'est tout à fait cela, c'est-à-dire on donne en fait une énergie et un retour vers les autres finalement à travers cela.